Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, une émission que nous avons construite en coproduction avec nos amis d'Axéo, ça fait quelques temps maintenant. Merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux au rendez-vous et pour cause, on traite toujours de sujets techniques qui sur le principe peuvent paraître un peu complexes et justement notre idée c'est de décrypter cette actualité et de trouver les moyens de les résoudre parce que je peux vous dire qu'en ce moment, entre l'inflation normative et les contrôles techniques, je peux vous dire que ça devient de plus en plus complexe et donc c'est important de décrypter l'actualité. Je vous propose qu'on prenne un peu le temps justement d'y réfléchir avec des professionnels qui sont avec nous autour du plateau. Bonjour Maëlys Frémont. Bonjour. Comment ça va ? Impeccable. Voilà, on se retrouve, voilà, fidèle au poste, notre éditorialiste expert, directeur de la division environnement chez Axéo. Merci d'être avec nous. Et nous avons une personne sur le plateau qui, je crois même que c'est la première fois qu'elle fait de la radio. Elle est avec nous, c'est Servane Prima. On dit Prima ou Primas ? Prima. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes responsable de projet, c'est Prodrid. Prodrid. Alors, Prodrid. Ouais. Alors, c'est une foncière. Hein. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez bien. On va parler d'un sujet, les amis, qui est un sujet qui, sur le principe, n'est pas extraordinairement rêvé, mais qui est terriblement efficace. Alors, quand je dis terriblement efficace, vous allez comprendre pourquoi. C'est les bons réflexes qui font ou défont les budgets, parce que je peux vous dire que quand on voit aujourd'hui les taux de rentabilité, la valeur des actifs, lorsqu'on travaille sur le maintenance des immeubles, parce qu'on voit que l'inflation normative, que les normes alourdissent considérablement aujourd'hui les effets de valeur, notamment, c'est un sujet extrêmement important. On va parler du désamiantage, on va y arriver, qui est un sujet extrêmement important, mettre en avant aussi les économies réalisées, l'optimisation des travaux et donner par exemple des chiffres. Et on le fait d'ailleurs chaque mois avec vous, Maëlys, on donne des exemples concrets, voilà, pour qu'on cible tout de suite les effets importants. Certains assets ou certains properties aujourd'hui ont un peu le mal de tête quand ils réfléchissent sur ce genre de sujet. Trouver les bonnes solutions, les bons partenaires, ça aussi c'est un sujet extrêmement important. Ce qui est important également, c'est l'accompagnement, on est d'accord là-dessus, l'accompagnement qui permet à la fois de maîtriser les projets, mais qui permet également aujourd'hui d'approcher de façon finalement à 360 degrés la façon dont on gère les bâtiments. Voilà l'idée de notre numéro du bâtiment optimisé. C'est parti pour le débat. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Rebonjour Servane Prima, merci d'être avec nous. Alors pour une première émission de radio, vous ne pouvez pas me tomber, voilà. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Prodrid, en quelques mots, vous êtes qui, vous êtes quoi ? Alors Prodrid est une foncière, la première foncière privée de France, avec un patrimoine uniquement tertiaire, dont à peu près la moitié concernée par du bâtiment d'activité. La valeur actuelle du patrimoine est de 2,8 milliards. Donc c'est une belle foncière. En sachant que vous achetez et vous conservez en patrimoine, c'est le principe de la foncière. C'est le principe. Est-ce que vous exploitez également ? On exploite, oui, on a évidemment donc des locataires à l'intérieur, c'est notre... Okay. Vous n'externalisez pas la gestion de vos immeubles ? Non, la principale qualité et ce qui fait que la force de la foncière, c'est notamment qu'on a effectivement en interne tous les métiers en fait liés à la gestion de notre patrimoine. Vous maîtrisez toute la chaîne de valeur avec les métiers. Exactement. Donc, et vous allez même jusqu'à construire vos propres immeubles sur des zones d'activité, en sachant que donc vous avez à la fois une maîtrise technique également. Vous faites certainement appel faire des appels à projets avec des différents opérateurs, contractants généraux et autres. Exactement. Et ensuite vous administrez, vous gérez, vous exploitez et vous réaménagez également, puisque effectivement il y a des sujets lorsque vous rachetez du bâti, peut-être. Alors là, pour le coup, désamiantage, mais aussi d'autres éléments. C'est extrêmement intéressant parce qu'on a l'impression, pendant longtemps, vous savez, certaines grandes foncières, côté, non côté, pour des raisons aussi de conservation de leur marge, avaient externalisé certaines fonctions, notamment les fonctions de gestion, et elles y reviennent de plus en plus. C'est important que vous maîtrisiez la chaîne de valeur du début à la fin, finalement.
Oui, ça nous permet d'assurer la satisfaction des clients, de nos locataires, hein, et de savoir effectivement, de maîtriser complètement nos sujets et de bien connaître notre patrimoine. Votre métier, vous êtes responsable de projet, vous avez 3 grandes orientations dans l'équipe que vous gérez. Vous pouvez nous les rappeler exactement ? La première, donc, c'est effectivement, comme vous l'aviez dit, de construire notre propre patrimoine. Donc on construit globalement à blanc, un petit peu de clé en main parfois, mais c'est principalement à blanc. Et puis après, notre objectif, évidemment, c'est de faire rentrer les locataires. Donc on construit des bâtiments très modulables. Vous les construisez surtout sur des agglomérations de type zone d'activité. Oui, voilà, on construit donc c'est uniquement plutôt du en zone patrimoine périurbaine essentiellement. Oui. D'accord. Tout à fait. Et vous, ensuite, vous livrez, vous exploitez, avec. Est-ce qu'il y a des orientations sur vos bâtiments? Est-ce qu'ils sont plus réservés à des activités de services, de tertiaire, ou il y a peut-être de l'industrie On fait vraiment de tout. Alors nous, ce qu'on construit de base, notre bâtiment type, c'est vraiment de l'activité. Après, effectivement, ça nous arrive sur certains, en fonction des PLU ou des contraintes qu'on peut avoir. Bien sûr. Selon la zone géographique de notre site, on peut avoir d'autres typologies de projets. On fait tout, on construit de la logistique, on construit des établissements recevant du public. Quand on a un prospect qui arrive et qui veut construire son propre bâtiment, on peut l'accompagner. Oui, ça peut être des activités tertiaires de type bureau, mais aussi également des surfaces, des entrepôts logistiques. C'est ça, mais notre bâtiment de base, c'est vraiment de l'activité. Le périmètre de jeu On est au niveau national. Au niveau national. Okay. Après, on fait partie du groupe MCOR qui, là, c'est un peu plus européen, en Angleterre, en Espagne, en Roumanie, etc. Alors ça, c'est une première activité dans votre périmètre. Il y en a une deuxième ? Oui, la deuxième, donc, c'est évidemment de valoriser tout le patrimoine qu'on a, puisqu'on a des bâtiments aussi très anciens, enfin plus ou moins anciens. Donc l'objectif, c'est évidemment de le remettre un peu au goût du jour en fonction des contraintes environnementales. C'est quoi, lutter contre l'obsolescence éventuellement du bâtiment, oui, tout à dont fait. On voit que c'est un sujet. Améliorer les performances énergétiques, c'est aussi le sujet très actuel en ce moment. Oui. Ah, on peut même dire que c'est la dent creuse, et notamment dans la gestion, par exemple, des problématiques liées au financement, vous savez, parce que le public, le particulier dans notre pays, et notamment les copropriétés en particulier, sont très aidés par des modèles de financement, et souvent le secteur tertiaire ou logistique est un peu pauvre. Ils n'ont que, par exemple, les certificats d'économie d'énergie, par exemple, pour compléter leur élément de financement. On le voit bien, le côté de l'obsolescence du bâtiment, pour maintenir son niveau, c'est-à-dire en fait, quand on maintient son niveau, on maintient ses valeurs locatives également. Je pense que vous avez un CAPEX qui est très précis, très précis là-dessus. Par exemple, ça consiste en quoi quand vous mettez aux normes? C'est refaire quoi? Les façades, refaire les flux, les fluides? Oui, l'objectif, c'est effectivement de répondre aux exigences réglementaires, notamment, comme je vous le disais, sur les domaines environnementaux. Donc on va améliorer la performance énergétique, donc on va effectivement travailler sur les façades, sur les menuiseries extérieures, sur les étanchéités des bâtiments, améliorer toute l'isolation du bâtiment, de la coque. Après, effectivement, on va travailler de concert aussi avec nos locataires, puisque eux aussi ont des process, peut-être des choses qui vont avoir un impact sur l'environnement, sur Est-ce qu'il y a une taille de bâtiment chez Prodrine? Pardon? Est-ce qu'il y a une taille de bâtiment requis chez Prodrine? Est-ce que vous achetez Non. Il n'y a pas d'école Non. J'ai un bâtiment qui fait moins de 1000 m², vous l'achetez? Ah. Non. En général, on achète des portefeuilles de bâtiments. Oui, d'accord. Okay, effectivement, on ne va pas... Ok, vous êtes quand même sur des volumes qui sont quand même importants, avec une capitalisation quand même qui est pas négligeable, parce que vous êtes effectivement l'une des premières foncières privées en France. Il y a une troisième activité que vous avez dans votre périmètre. Tout à fait, la dernière, donc c'est lié à l'acquisition du patrimoine d'activité, vous en parliez juste avant, et là moi j'interviens pour faire un diagnostic technique du bâtiment, essayer d'estimer au plus réel les CAPEX à plus ou moins court terme pour essayer de bien connaître et avoir une vision globale en fait de la rentabilité future du patrimoine. C'est intéressant ce que vous dites, Maëlys, parce que finalement, on voit bien, quand on est à la tête d'une foncière, toutes les problématiques qui sont liées à la fois techniques, dont le but, in fine, bien évidemment, est de conserver les valeurs. Et on voit une dégradation des valeurs
qu'on peut corréler finalement avec un mauvais entretien ou un entretien pas forcément bien ajusté des bâtiments. Et là, du coup, Axéo devient un interlocuteur, j'allais dire majeur, pour l'accompagner, parce que vous êtes entré en relation par une société qui s'appelle Context, dont le groupe Axéo a fait l'acquisition. Vous pouvez nous rappeler quelques mots sur justement cette société Context et la spécificité de cette société? Oui, on a réalisé un rapprochement en fin d'année 2024 avec Context, qui était un de nos confrères sur le marché du repérage amiante avant travaux, très spécialisé dans les activités tertiaires et sur des repérages complexes avec des moyens d'intervention relativement lourds pour pouvoir faire des sondages spécifiques, et puis une qualité de livrable qui répondait parfaitement aux besoins de ses clients tertiaires. Donc on a fait ce rapprochement en fin d'année pour étoffer nos activités, puisqu'on était déjà positionné sur les activités de contrôle, de repérage amiante avant travaux. Et là, sur Île-de-France, on s'est doté d'une ressource technique encore plus expérimentée que celle que l'on avait, avec une force de frappe en termes de ressources humaines. Oui, parce que vous étiez déjà, voilà, on était déjà implanté. Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que vous étiez déjà sur cette problématique, mais là, vous avez accéléré. Ça, on a doublé les effectifs en contrôle avec des collaborateurs qui sont vraiment spécialisés sur les activités de tertiaire et de réhabilitation. Le sujet du désamiantage, on en parlait déjà quand j'ai commencé il y a quelques années à travailler sur le sujet, ça reste quand même un chantier, on a l'impression que c'est presque un chantier infini, mais il y a un vrai sujet autour du désamiantage. Il y a toujours un vrai sujet, oui. Oui. On a de quoi s'occuper, effectivement. Pourquoi c'est si... Je ne vais pas dire que c'est si long, mais pourquoi on a encore... Parce que vraiment, le patrimoine bâti est vraiment truffé d'amiante ou... Oui, la très grande majorité des bâtiments d'avant 97 ont été aménagés ou réhabilités. Oui, la majorité contiennent des matériaux amiantés, alors qui ne présentent pas tous des risques importants. Oui, mais par contre, oui, c'est très très récurrent comme localisation. Et surtout, le cadre réglementaire sur tout ce qui est diagnostic, repérage, amiante avant travaux est finalement relativement récent, puisque pour la partie démolition, on parle de réglementation qui date de 2001, et pour la partie avant travaux, de 2019. Donc finalement, la réelle obligation de ces repérages-là, dans des phases de travaux de réhabilitation simple, un réaménagement, comme pouvait l'expliquer Servan, c'est très récent. Il n'y a que des précurseurs qui avaient anticipé ça et qui, pour la bonne gestion de leur patrimoine, utiliser la réglementation avant démolition pour identifier les problématiques en phase travaux. Donc il en reste beaucoup, et il y a beaucoup de matériaux amiantés qui ont été cachés au gré des réhabilitations, ce qui rend les repérages de plus en plus complexes. Quand vous dites cachés au gré des réhabilitations, c'était pas volontaire. Non, c'est recouvert par méconnaissance. C'est par méconnaissance. Voilà, pour bien caler, il n'y avait pas de volonté, les amis, qui essaient d'essayer de cacher. Non, mais ça a pu être le cas. C'est par ignorance souvent. Non, voilà, fut une époque quand j'étais en gestion d'actifs en banque d'affaires à Monaco, on avait un gros patrimoine tertiaire et on avait eu un gros litige sur un opérateur qui nous avait caché délibérément les problématiques d'amiante. On a fini par gagner, mais voilà, c'est très marginal et bien souvent c'est la négligence ou peut-être l'ignorance tout simplement, pour pas dire autre chose. Justement, c'est important, la réglementation amiante. Vous pouvez nous la rappeler justement pour qu'on soit bien précis, parce que c'est quand même une injonction extrêmement précise. En tout cas, sur la phase travaux, c'est très simple, c'est qu'on ne peut pas réaliser de travaux de réhabilitation, réaménagement ou démolition dans un bâtiment daté d'avant 97 sans faire procéder à un repérage amiante avant travaux, qui va être une investigation approfondie de tous les matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, et dans le but d'avoir une cartographie très précise de la localisation des risques, de la quantification des matériaux, pour pouvoir prendre des décisions sur les méthodes d'intervention en phase travaux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut désamianter. Ça, c'est un choix de la maîtrise d'ouvrage de prendre ces décisions de je dépollue mon bâtiment pour ne plus traîner ma problématique amiante dans les années. Mais on peut tout à fait décider de conserver le matériau en place, d'intervenir avec des moyens spécifiques à proximité, tout en laissant le matériau amianté. Le tout, c'est de ne pas oublier qu'il est là et que la cartographie soit propre. Ah bon, mais c'est possible ça ? C'est parfaitement possible. Il y a pas, les seuls matériaux où on a une obligation de désamiantage, c'est ceux qui sont clairement polluants et émissifs de fibres par dégradation naturelle, en fait, sans sollicitation en phase travaux.
Sinon, le matériau peut rester en place. Après, c'est une question de philosophie et de gestion de patrimoine. Est-ce qu'on veut avoir une gestion durable de son patrimoine et effectivement, on investit dans le désamiantage pour résorber la problématique, ou est-ce qu'on vit avec cette problématique? Ça, c'est des stratégies qui peuvent varier selon les maîtrises d'ouvrage. Mais c'est vous qu'on vient voir pour les repérages amiantes? On vient nous voir pour les repérages amiantes et on vient nous voir justement pour choisir, ou en tout cas coter en termes de montant de travaux, les différentes stratégies d'intervention possibles, pour permettre à maîtrise d'ouvrage de dire ok, j'investis X centaines de milliers d'euros ou millions dans le désamiantage, ou finalement je prends l'option de me laisser le matériau et de travailler en sécurité. L'APRECO qui permet d'aboutir à un projet, un appel à projet, ou à une manifestation d'intérêt, ou un appel de gré à gré, un peu. C'est vous qui le faites? Oui. D'accord, ok. Et vous chiffrez également les travaux? Oui, on fait une estimation de travaux en fonction des méthodes possibles d'intervention. Bien sûr. Ça, c'est hyper important. Alors justement, Serban, c'est fondamental. C'est quoi le postulat de Prodrill aujourd'hui? C'est vraiment de désamianter ou de faire ce que dit parfois des cas où on sait que c'est pas émissif, donc du coup on va conserver? Oui, c'est du cas par cas. D'accord, il n'y a pas d'école définie, il n'y a pas de strate définie. Non, c'est en fonction ça dépend vraiment de l'état de conservation des matériaux, ça dépend de quelle typologie de matériaux on parle et des travaux qu'on réalise sur nos bâtiments. C'est un vrai sujet en ce qui vous concerne, on est d'accord? C'est un vrai sujet, oui. Et c'est vous qui investissez dans les travaux? Oui. Quand vous investissez dans les travaux, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous utilisez des leviers de financement? Comment j'allais dire, on sait que ça impacte les valeurs, Est-ce que la répercussion de ces valeurs-là, de ces coûts-là, sont pris en charge par vos clients? Et d'ailleurs, dans le discours que vous avez avec vos clients, ça doit être une valeur plutôt intéressante en termes de valeur ajoutée. Quelqu'un qui prend à bail l'un de vos immeubles, par exemple, qui a cette certitude, effectivement, de la maintenance, de la qualité du bâtiment et de l'entretien du bâtiment, c'est un des effets qui détermine le choix face à une concurrence, j'entends, par rapport à vos principaux concurrents. Oui, en effet, c'est vrai que on va se soucier évidemment de la satisfaction de notre client. Après, effectivement, quand on fait nos travaux de désamiantage, on le fait en général plus quand un locataire sort, dans le cadre de travaux de rénovation, en fait, entre deux locataires. Actuellement, vous travaillez sur des projets de désamiantage? Oui, d'accord. Okay. Vous pouvez me citer un des projets que vous avez actuellement de désamiantage? C'est un bâtiment à Maurepas. Un bâtiment donc dans les Yvelines? Dans les Yvelines, tout à fait. Donc c'est un bâtiment justement des années 75, donc fortement susceptible. 75, il y avait le DPE avant et après 75 sur les bâtis, oui, on avait beaucoup parlé. Oui, et donc de 2500 m², donc qui était un peu particulier puisque on a deux niveaux d'établissements recevant du public avec des services du département des Yvelines, des crèches, etc. Et après deux niveaux au-dessus. ERP, hôpital, crèche. Ah ouais, quand même. Ouais. Oui, donc on était en partie en milieu occupé et au-dessus on avait deux niveaux de bureaux qui venaient d'être libérés par un de nos locataires. Donc là, on voulait lancer des travaux de rénovation pour améliorer un peu le confort des locaux pour un futur locataire. Bien sûr. Et donc c'est là qu'on a eu un projet, qu'on a notre projet de rénovation et qu'on a découvert donc de l'amiante. Il y avait un premier diagnostic qui avait été posé. Oui. Et il y a eu quelques divergences sur ce diagnostic. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que je vois bien qu'on en parle et qu'on développe. Je vais vous laisser l'introduire et ensuite Maïlig va reprendre. En effet, oui, on a voulu lancer les travaux. Évidemment, comme le rappelait Maïlig, on a fait un diagnostic amiante avant travaux avec un programme de travaux bien précis. Cependant, pendant la première phase de curage des bureaux, en fait, on a découvert un matériau qui n'était pas dans le diagnostic initial, notamment de la colle noire, qui est fortement susceptible d'être amiantée. Qu'est-ce que c'est ça que la colle noire? C'est de la colle souvent qui est amiantée, qui servait à coller notamment les dalles. Et c'était pas dans le diag? C'était pas dans le diag. Non. Surprenant. C'est surprenant en effet.
D'accord, c'est pas Axéo qui a fait ce diag. Non, ce n'est pas Axéo. Je me doute. Mais j'ai fait appel à Axéo et Context pour effectivement... Quand vous vous en êtes rendu compte, juste qu'on comprenne bien, parce que c'est important, parce que ça, je peux vous dire que ça arrive très très souvent, et donc heureusement que vous êtes là, parce que des fois, c'est vrai, vous arrivez parfois sur des dossiers. On arrive souvent on vous appelle à la problème, on vous appelle à oui, moi j'ai déjà vu, hein, à la rescousse. Hein, on a juste un problème. Justement, quand on en est là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, j'arrête tout, il faut que je trouve une solution. Alors effectivement, surtout en milieu occupé, on arrête tout, c'est sûr. Ah ouais. Et en milieu occupé en plus. Bah oui. C'est chaud. C'était chaud, surtout oui, avec des hôpitaux et des crèches en dessous. Donc évidemment, il faut... Et entre nous, on va pas dire qui, mais vous deviez être furax quand vous avez eu ça. Oui. Oui, on est furax, mais effectivement... non, mais surtout quand je vois les clients, la pression du truc, il faut aller vite, il faut travailler, et puis ça coûte... budget aussi. Et puis ça coûte beaucoup d'argent. Oui, parce qu'on prévoit nos budgets d'une année sur l'autre, donc forcément, quand on a une découverte comme ça, c'est évidemment pas budgété, donc... C'est clair. Donc c'est effectivement une mauvaise surprise. Alors, quand ça se passe, justement, qu'est-ce qu'on fait? Il est très prosaïquement. On s'adresse à ceux qui nous écoutent. Voilà, je me rends compte que j'ai fait un diag. Le diag est pas finalement bon. En fait, il a été carrément mal fait, puisqu'il n'a pas intégré cette notion qui est quand même un peu importante. Là, en plus, je suis en milieu occupé. Qu'on fait quoi? On complète ce repérage. Après, la notion de mal fait, effectivement, elle est un peu réductrice. La complexité d'un repérage amiante avant travaux, c'est d'aller voir tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante partout où ils peuvent être localisés. Donc, effectivement, on parlait du programme de travaux et du périmètre de repérage qui sont les clés de valeur d'un repérage amiante avant travaux. Et après, il y a toutes les investigations destructives qu'on va faire pour aller rechercher toutes les couches possibles de matériaux amiantés dans un sol. C'est quoi une investigation destructive? Pardonnez-moi, mais... Ça va être des sondages, des percements, éventuellement des carottages pour s'assurer qu'on retrouve le matériau ou la dalle. Si on parle d'un sol, on va aller jusqu'à la dalle béton qui, elle, intrinsèquement, ne peut pas contenir de matériaux amiantés. Par contre, toutes les couches qui sont au-dessus peuvent éventuellement, sur un ragréage, sur une colle, sur une dalle ou différentes couches de recouvrement, en contenir. Mais est-ce qu'on peut passer au travers sur sa fameuse colle noire, là? Techniquement, on peut passer au travers. En fait, on ne fustige pas la société qui avait fait ce diagnostic. Peut-être que c'est même pas une erreur, elle l'a simplement pas vu. Alors, dans la profondeur des prélèvements, effectivement, il y a probablement une lacune parce qu'on n'a pas été, la personne qui est intervenue n'est pas allée chercher toutes les couches. C'est une lacune ou une négligence? Ça peut dépendre du matériel, ça peut dépendre de plein de choses. Aujourd'hui, mais ça reste quand même complexe, je veux dire. C'est ça. Il faut vraiment s'astreindre à aller récupérer toutes les couches de tous les matériaux pour pouvoir les mettre en analyse. Et après, il faut sonder, aller cartographier sur l'ensemble des surfaces de travaux toutes les applications possibles. Et là, dans le cas de ce projet, cette colle noire, parfois elle était sous la moquette, donc elle était assez facilement visible. Parfois elle était sous le ragréage, parfois elle était complètement absente parce que, alors soit désamiantée historiquement, soit jamais mise en place. Donc il peut y avoir une très forte hétérogénéité des matériaux, ce qui oblige le diagnostiqueur à avoir un travail extrêmement méthodique de quadrillage de la zone pour s'assurer qu'il n'est pas passé à côté d'une application. Et il n'y a qu'avec cette cartographie très précise qu'on peut garantir aux clients des informations fiables pour conduire des travaux. Donc ça reste un travail humain, hein. C'est un technicien qui intervient avec des outils, seul sur le terrain et qui va les sonder. Donc forcément, il y a un facteur humain qui joue. Oui, l'erreur, il y a une erreur humaine possible. Après, les process doivent sécuriser ces erreurs humaines. Mais les conséquences peuvent être terribles. Enfin, je veux dire, en termes de budget, là, vous avez explosé vos budgets, là. Oui, on a explosé, oui, on a... Non, mais je veux dire, vous êtes sorti du budget. Oui, on est sorti du budget. Et donc, vous n'aviez pas le choix, il a fallu résoudre. Non, effectivement, les travaux ayant déjà démarré, on n'avait pas d'autre choix que de le faire, mais c'est en ça que, comme disait Maëlys, c'est très important d'avoir une cartographie bien précise, puisque, comme il le disait, il y a des zones qui n'étaient pas amiantées, d'autres qui l'étaient, donc au lieu de généraliser toutes les surfaces bureaux avec de la colle amiante, ils l'ont fait vraiment de manière très précise, de manière à justement réduire l'impact financier de cette découverte. Est-ce que je peux me permettre de vous demander des chiffres sur est-ce que par exemple l'augmentation budgétaire qui a été estimée ou le pourcentage dans l'ordre, vous êtes sorti du budget à quelle hauteur? C'était à peu près de l'ordre de 20%. Ah ouais, quand même. Ouais.
Le désamiantage, ça... Ouais, c'est pas... on est bien d'accord que pour vous, c'est là qu'on voit finalement l'alliance objective avec des experts, c'est aussi une perte de revenus potentielle. Ah oui, tout à fait. Parce que là, du coup, vous avez des équipes chez vous au niveau finance qui vous disent t'es gentil, mais là, il va falloir qu'on... Des mois de retard, c'est des mois de non-location, bien et sûr. Donc forcément une perte de revenus. Oui, c'est sûr que... ça, à la limite, ça peut s'estimer. Là, on a pris ce cas-là parce que, en fait, c'est un cas, je n'allais pas dire archétypique, mais ça permet de visualiser très concrètement, en sachant que, vous êtes d'accord, Maëlig, que il vaut mieux agir sur des bâtiments qui soient vides pour ce type de projet. Oui, alors parce que intervenir en milieu déjà occupé, c'est chaud quand même. Il y a la partie repérage qui, idéalement, se fait dans des locaux vides. Ça permet effectivement de faire des investigations et de ne pas créer de nuisances. Et puis, l'anticipation des travaux et des repérages fait qu'on peut intervenir dans des sites occupés. Mais les conséquences des anomalies ou des erreurs de diagnostic peuvent être beaucoup plus importantes, puisque là, on parlait des découvertes en phase travaux. Bon, il y a le risque d'exposer des travailleurs à des poussières d'amiante alors qu'ils n'étaient pas prévus d'être exposés à ça. Et puis, il y a toutes les pollutions environnementales éventuelles aussi. Je veux dire, c'est vous qui êtes le sachant, on peut faire ce type d'opération avec du public et en milieu occupé. Oui, on peut faire. Il n'y a pas de risque. On peut faire un chantier de désamiantage avec une coactivité classique à côté. Par contre, ça se gère, ça se maîtrise. Les contraintes de sécurité du chantier sont un peu plus élevées. On va mettre un certain nombre de mesures de vérification pour s'assurer qu'il n'y a pas de pollution alentour. Mais c'est pas problématique. Après, on peut décaler les horaires de chantier. Voilà, toute cette organisation-là, elle vient de l'anticipation du projet, d'intégrer les contraintes d'activité, de maintien d'activité dans certains endroits, au-dessus, en dessous, à côté. Et puis surtout de rassurer les entreprises qui vont continuer leur vie du quotidien à proximité, parce que c'est pas anodin, un chantier de désamiantage, ça peut impressionner, alors que quand c'est correctement géré, le risque est quasi nul, ou voire nul quand il est géré comme il faut par des entreprises spécialisées. L'accompagnement d'experts comme Axéo et Context, qui fait partie maintenant désormais du groupe, c'est essentiel pour votre activité et pour éclairer votre lanterne dans la gestion de vos bâtiments. Oui, tout à fait. C'est vrai que le désamiantage, c'est quand même une thématique qui est très... qui est réglementaire. Enfin voilà, la réglementation est très très précise là-dessus. Et vous êtes très à cheval là-dessus. Je veux dire, quand on s'appelle Prodrill et qu'on pèse quasiment 3 milliards d'euros, je veux dire, on se pose pas la question. On se dit, on est au taquet du respect de la réglementation. Mais oui, non, mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas, parce qu'il y a un vrai sujet sur les bâtiments. Moi, ce que j'aimerais, c'est comment finalement on sélectionne. On l'a vu, là, on ne va pas fustiger parce qu'on a une société qui est intervenue qui n'a pas vu. Bon, on va dire, comme vous le repreniez tout à l'heure, une lacune, peut-être une négligence, mais au moins une lacune. Moi, j'aimerais que vous nous rappeliez les grandes étapes, justement, quand on sélectionne, par exemple, les entreprises spécialisées, les grandes étapes, la maîtrise aussi des coûts et du marché, c'est quand même hyper important parce que tout ça, in fine, il faut quand même de l'argent pour le faire. Vous avez une visualisation qui est budgétaire, j'allais dire 5, 10 ou 15% d'écart, c'est juste énorme. Quand on voit la taille de ces travaux, vous pouvez nous rappeler ces étapes essentielles, Maëlig ? Sur la partie repérage, ce qu'il faut garder s'il y a 2 éléments qu'il faut garder en tête, c'est d'anticiper le besoin, donc de faire son repérage bien en amont des travaux pour avoir le temps de faire un repérage de qualité et pas chercher à faire des économies sur le budget de ce repérage-là. Il faut consulter des entreprises certifiées, agréées, qui ont pignon sur rue. Autrement dit, on minore pas cet aspect qui est essentiel. C'est pas sur le repérage amiante qu'on va faire des économies. Ça serait une fausse économie, parce que tous les aléas des découvertes, retard de chantier ou autres, ça peut largement augmenter la facture pour quelques, peut-être milliers d'euros d'économies sur la phase d'acte. Pour être prosaïque, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça pourrait. C'est des mauvaises économies selon moi. Donc il faut consulter les entreprises compétentes qui ont un certain nombre de références sur des projets similaires. Et ensuite, au regard du repérage, l'échange doit se faire au sein de la maîtrise d'ouvrage avec un conseil externe ou non, en fonction des compétences du partenaire de la maîtrise d'ouvrage, de décider la programmation des travaux.
Et ensuite, au fur et à mesure des étapes, si un maître d'œuvre ou un spécialiste du désamiantage, de conseil en désamiantage a été nommé dans le groupe de travail, il va pouvoir accompagner le diagnostiqueur qui va être sur le terrain. C'est-à-dire qu'il va y avoir un œil externe qui va venir l'accompagner, s'assurer qu'il a bien compris le périmètre des travaux. Après, il va y avoir une relecture des rapports aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs personnes qui vont lire, analyser les repérages pour s'assurer de la compréhension de tous. Et à partir de ces repérages-là et d'études avant-projet que peuvent faire les maîtres d'œuvre, on va échanger avec la maîtrise d'ouvrage pour décider de la bonne stratégie, la chiffrer en euros et de la chiffrer en temps. En réalité, c'est ça le travail d'un maître d'œuvre en avant-projet, c'est de dire, OK, il y a telle méthode, ça dure tant de temps, ça coûte tant. Il y a telle autre méthode, ça dure tant de temps, ça coûte un autre montant. Et cette expertise-là, vous l'avez. Hein. C'est ça. C'est fondamental quand vous avez ces éléments. Parce qu'après, c'est vous qui prenez les décisions. Ensuite, sur l'investissement, justement, j'ai envie de... c'est aussi... J'allais dire, on est sur du hors bilan. J'exagère un peu, mais en faisant cela, vous participez au maintien et à l'accroissement de la valeur de l'actif. On est d'accord? Oui, tout à fait. Parce que vous avez des financiers autour de vous qui vous disent, voilà, là on a une acquisition d'actifs, donc ça permet de réduire. Donc ça veut dire finalement que quand vous avez de bons interlocuteurs qui fonctionnent avec vous, c'est une façon peut-être également de mieux vous accompagner, donc finalement dans le CAPEX, d'avoir finalement une réduction des coûts ou une optimisation. De mieux maîtriser aussi. Oui, de mieux maîtriser le budget. Ouais. C'est essentiel. Le coût et le planning, ouais. C'est deux dimensions qui sont... important. Juste une question comme ça. Quand on est en milieu occupé, qu'est-ce qu'ils disent les locataires Il y a toujours une crainte. Dès qu'on parle effectivement d'amiante, de désamiantage, tout de suite... Est-ce que vous concertez avec eux? Il y a une concertation? Une concertation. En disant, voilà, on fait ça, on essaie de rassurer l'ensemble des locataires. Oui, bien sûr. Notre objectif, c'est évidemment que nos locataires soient satisfaits. Donc effectivement, on discute beaucoup avec eux pour les mettre au courant de ce qu'on fait. Parce que vous mettez un point particulier à souligner finalement la sécurité en milieu occupé. Évidemment. Bien évidemment, vous prenez le temps d'expliquer aussi, parce que parfois, c'est souvent une communication adaptée qui permet de déverrouiller ou de peut-être de déminer parfois. De désacraliser. Mais il en va de même sur les chantiers. Vous savez, quand vous avez un PLU un peu contraint sur certaines zones d'activité, parfois le fait de concerter autour, ça peut éviter des recours, parce que les recours sont toujours possibles. Et donc le fait de concerter de plus en plus, c'est tout. Bon, ça, vous connaissez bien le principe. Quand on concerte, effectivement, on déverrouille aussi un certain nombre d'éléments. Alors, on parle pour bien comprendre. Vous, en tant qu'opérateur, vous avez un interlocuteur qui vous permet d'avoir une maîtrise de vos budgets. On est d'accord là-dessus, et de pouvoir conduire finalement une planification de vos travaux qui soit la plus adaptée possible, nonobstant le fait que vous insistez lourdement sur, et c'est important, sur la sécurité de vos chantiers. MyLeague, justement, tout à l'heure, vous nous avez dit, on fait un diagnostic, parce que là, je vois le cas du diagnostic qui a oublié quelque chose, et il ne faut pas mégoter sur les moyens. D'accord. Diagnostic préventif, qui permet véritablement d'identifier. Quand on est dans une foncière, celle de Prodrid par exemple, mais d'autres opérateurs, c'est pas évident de trouver les bons interlocuteurs. C'est quoi le bon conseil à faire quand on cherche, quand on est sur l'idée, pour trouver le bon? Je connais pas forcément Axéo. Comment j'y arrive? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est de demander un certain nombre de références aux candidats, aux bureaux qui vont être consultés pour répondre. C'est avoir, en fonction des configurations des bâtiments, les expériences de chacun sont différentes. Et puis s'assurer des compétences des techniciens qui doivent être certifiés avec une mention particulière pour faire ces repérages. Demander des exemples de rapports qui ont déjà été réalisés pour se rendre compte de la qualité du rendu du rapport, parce qu'un rapport réglementaire, il y a le contenu et puis il y a la forme. Ça permet de voir aussi si les documents sont lisibles. Et puis souvent dans la qualité de l'offre, en fait, dans la forme du devis, dans le détail qu'il peut y avoir à l'intérieur, ça permet quand même d'orienter sur le sérieux des entreprises. On peut avoir des formes de devis très différentes entre une page A4 et 5 feuillets descriptifs de la mission. Donc, ça permet quand même des gaps, j'exagère un peu, mais genre des gaps de 1 à 5, de 1 à 10. De 1 à 3, facile, oui, en repérage, oui, sans aucun problème.
par des sociétés qui ont les compétences, hein, mais qui vont pas forcément faire le travail avec le même investissement en temps. Forcément, on peut raisonnablement pas penser que entre 1 et 3 fois le prix, ce soit le même service. C'est pas possible. C'est clair. Ça se passe bien avec Contexte Axéo? Oui. Si vous êtes là, normalement, c'est que ça se passe bien. Sinon, ça va virer au règlement de compte. Non, j'exagère un peu, mais c'est hyper important parce que justement, vous, quand vous cherchez, ça va pas être évident non plus. Alors, donc, faites ça. Vous prenez les références, vous vérifiez la notoriété, vous vérifiez la qualité professionnelle, etc. Évidemment, oui. Avec vos services, vous faites très attention à ça. Hein. On fait attention. On essaye de travailler effectivement avec des partenaires en fait, en qui on a confiance, en qui, on sait qu'ils ont la compétence technique pour répondre à nos besoins et à nos Et quand vous trouvez un bon, vous êtes très fidèle justement. Non, mais franchement, il n'y a pas mieux. Hein, je veux dire, c'est comme son boucher, son boulanger, quand on est sûr. Non, mais c'est vrai. Ça a l'air de rien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le monde contemporain nous renvoie à ce type de rapport. C'est là qu'on voit finalement que le digital, par exemple, c'est bien, mais qu'à un moment donné, il n'y a rien qui remplace une bonne poignée de main et l'humain. Je pense que c'est hyper... D'ailleurs, vous êtes vachement dans l'humain chez Axéo. Tout le temps. Avec beaucoup de digital, mais tout le temps. Beaucoup d'humain et beaucoup de digital. Oui, mais ce que je veux dire, le digital pour vous, c'est un support. Bien sûr. Mais 90% de votre activité, c'est ce qu'on appelle de l'économie de main-d'œuvre. C'est-à-dire que vous êtes en rapport humain en même temps. Si on achète du jus de cerveau chez Axéo, voilà, ça va faire plaisir à Jérôme Spencer, le président du groupe. Mais non, mais c'est vrai, c'est extrêmement important. Et j'allais dire, vous savez, quand vous allez chez le cardiologue, qui vous dit que l'aorte gauche est bouchée, qu'il va falloir faire une opération du cœur. Vous n'allez pas lui dire que vous avez mal au pied. Vous êtes d'accord? Oui. Vous allez lui dire, je vous fais confiance, docteur. Eh bien, écoutez, si vous faites confiance au thérapeute de votre santé cardiaque, vous faites confiance au thérapeute de votre santé patrimoniale que représente Axéo, parce que, en fait, en réalité, c'est souvent ça le problème, c'est que les gens veulent avoir le maximum, mais pas forcément toujours payer le prix. Hein, j'entends. Parce que quand je vois, par exemple, au mètre carré, certains types de diagnostics, quand je vois les rémunérations, je trouve que c'est très peu, moi, en ce qui me concerne, parfois. Et je me dis, il faut pas hésiter dans le diagnostic, parce que le diagnostic, quand il est posé pour une maladie, ce qui est valable sur un être humain, est valable également sur un métabolisme lent qu'est le bâtiment. Hein. Le bâtiment est un métabolisme lent. Parce que je me permets de faire cette digression qui est très importante, parce qu'actuellement, je travaille sur un projet sur comment le bâtiment peut être un vecteur de l'amélioration de la santé publique, par l'air intérieur, par la circulation de l'air, etc. Donc je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que tout ça aussi a un but, c'est le confort de vos clients. C'est le bien-être de vos clients et de réduire à zéro le risque d'exposition au phénomène délétère de l'amiante. Et je pense que, in fine, au-delà des capex, au-delà de la finance, au-delà des budgets, je pense que c'est aussi extrêmement sain ce que vous faites chez Prodrill pour justement travailler la qualité de vie de vos clients au quotidien dans leur métier. Je pense que c'est extrêmement important. On va devoir bientôt se quitter. Mais j'aimerais qu'on fasse passer les bons messages, parce que c'est un vrai sujet important. On a vu justement sur le cas de mon repas, effectivement, qui est très typique, c'est comment on peut intervenir en milieu occupé, et comment finalement, alors indépendamment de la petite mésaventure du premier diagnostic, vous arrivez finalement à y arriver pour le bien-être de vos clients. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Servan Prima, sur ce type d'activité qui parfois représente vraiment une inquiétude chez vos homologues dans les foncières? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Si je vous demandais de 2, 3, 4 conseils pour dire, voilà, Servan, est-ce que tu n'as pas 2, 3 trucs un peu pour parce que j'y arrive pas, ou je connais pas, ou je maîtrise pas? Sur le sujet amiante en particulier? Oui, bien en particulier. Alors déjà, de bien définir son programme travaux pour bien comprendre où seront les différents points à investiguer de manière précise, pour mieux maîtriser le coût global de l'opération et évidemment le planning, de se faire accompagner par effectivement un bon diagnostiqueur qui a la connaissance technique du bâtiment, puisque c'est grâce à ça, je pense qu'on évitera toutes les mauvaises surprises par ailleurs. Et puis enfin, effectivement, pour ce genre de travaux, surtout en milieu occupé, de s'accompagner d'une maîtrise d'œuvre aussi. Bien sûr. Performantes et qui permettent d'avoir un suivi fin. Vous faites l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur ce... Oui, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, oui, ça dépend. Là, ça, c'est hyper important, je veux dire. C'est les 3 trucs. La planification,
Donc identification, planification, savoir dans un portefeuille dans lequel on a une visibilité parfois complexe de ces bâtiments, parce que vous avez un gros volume d'actifs aujourd'hui dans le portefeuille, identifier bâtiment par, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, bâtiment par bâtiment, spécifiquement dans chaque bâtiment. Là, par exemple, il faut totalement désamianter, d'autres sur lesquels on peut maintenir un certain niveau qui n'est pas ni contaminant ni délétère pour la santé, par exemple. Ça demande quand même ça c'est hyper important. Absolument, bien connaître, c'est hyper important ce que vous dites, parce que c'est pas qu'une ligne Excel. Vous savez, à l'époque, ceux de ma génération étaient à fond dans le fongible, vous savez, et on a vu naître dans les années 2000, il y a 25-30 ans, la notion de tangible. Et effectivement, lorsqu'on est dans le fongible, on est dans la finance, à la réalisation de l'immobilier, et dès qu'on aborde le tangible, on est dans la pierre, on est au contact. Donc c'est l'alliance aussi un peu des deux. Et enfin, le 3, c'est d'être effectivement bien accompagné, et là, pour le coup, par exemple, que ce soit en maîtrise d'œuvre ou en assistance à la maîtrise d'ouvrage, d'avoir les meilleurs du marché pour vous accompagner. Et ça, c'est aussi la garantie in fine de la gestion de votre budget la plus fine possible. Et du respect de la réglementation. Ben oui, ça c'est extrêmement important. De votre côté, Maëlie, quelles recommandations vous pouvez faire à ceux qui nous écoutent, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, sur cette thématique qui est thématique très complexe, voire compliquée, qui parfois même provoque des gros maux de tête à certains responsables de projet? Comme le disait Servan, de se faire accompagner à toutes les étapes par des spécialistes du domaine. Ça vaut dans toutes les compétences métiers, mais en l'occurrence, là, on est sur les problématiques de dépollution des bâtiments. Donc, se faire accompagner dès l'amont du projet pour pouvoir caractériser les besoins, identifier les niveaux de risque, suivre les entreprises de travaux, parce que c'est important, une fois qu'on a choisi l'entreprise qui va intervenir, s'assurer que la prestation qui a été achetée, c'est bien la prestation qui est réalisée. Donc, et là, vous aidez. Là, ça c'est votre métier. Des compétences spécifiques pour pouvoir aller dans le chantier de désamiantage que tout un chacun ne peut pas faire. Il faut pouvoir rentrer dans les zones confinées avec les équipements spécialisés pour s'assurer que le travail est bien fait dans la zone. Et ensuite, toutes les procédures réglementaires de suivi du chantier, de fin de chantier, d'accompagnement jusqu'à la clôture du dossier et la remise du document, le rapport de fin de travaux qui atteste que tout ce qui devait être désamianté l'a été, que les déchets sont partis dans la bonne filière, tous les documents sont bien signés, ça va arrêter le projet. Et donc on intervient sur toute la chaîne, très en amont et juste au retour des locataires dans les bureaux finalement. C'est parfait. Je vous propose, avant de nous quitter, un tout petit jeu très sympathique. Ça vous dit? Allons-y. Je vais vous demander à vous, Servan, et à vous, Maëlie, de me donner un mot, un adjectif, très spontanément, qui vous vient à l'esprit, pour illustrer les propos qu'on vient d'échanger. Accompagnement. Ah pas mal. Pas mal. Et vous? Moi, ça ne sera pas un adjectif, ça sera anticipation, parce que pour moi, c'est la clé de tous les problèmes, de résoudre toutes les problématiques. Pour pouvoir résoudre un certain nombre de difficultés et trouver des modalités d'accompagnement, encore faut-il faire preuve d'anticipation. Et je pense que c'est bien la marque d'Axéo dans votre fonction. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Maëlie, parce que on voit bien l'importance de votre activité très humaine vis-à-vis d'opérateurs techniques et d'opérateurs fonciers qui sont aujourd'hui très importants dans le paysage. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Servan Prima, ça s'est bien passé. Très bien, oui. Voilà, je rappelle que vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Vous êtes responsable de projet chez Prodrid. On va vous suivre avec beaucoup d'attention. Merci encore Maëlie Frémont. Toujours extrêmement diligent, précis. On voit que vous êtes un peu ingénieur quand même. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle l'information, donc Contexte fait partie du groupe Axéo, spécialiste du désamiantage. Vous êtes directeur de la division environnement chez Axéo. Le podcast, comme d'hab, il est à récupérer sur les plateformes d'écoute, également sur la plateforme de Radio Imo. Ces sujets vous concernent, ces sujets sont importants. Si vous avez la moindre question, vous nous écrivez sur l'application et on vous y répondra avec beaucoup de plaisir. Un petit clin d'œil à la production, à notre ami Jason Pinero qui est de l'autre côté de la technique, mais également à Juliette Demoulin qui nous a préparé également l'émission. Prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé. Le Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.